Salut à tous, et vous voyez à ça que ça fait déjà un petit moment que je m'attaque à tester cette machine, et donc au bout de plus de 2 semaines et demie, il me semble, d'utilisation intensive, hein. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour plaisanter, hein, c'est pas juste utiliser 2 heures par jour, c'est beaucoup plus que ça, et en gros elle m'a servi la plupart du temps comme machine pour relever les emails sur le côté, ou ce genre de truc. Ensuite, elle m'a aussi servi énormément pour regarder les vidéos sur YouTube, répondre à des commentaires, répondre à des emails, etc., etc. Donc j'ai vraiment beaucoup utilisé l'écran tactile. J'ai aussi beaucoup utilisé les boutons et tout ça, ça fonctionne très 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 bien. Donc après coup, au final, hein, j'ai rien de spécial à vous annoncer de particulièrement grotesque à propos de cette machine. On peut quand même donc signaler les quelques gros défauts pour cette conclusion quand même, parce qu'il faut rappeler quelques points essentiels. Le joystick sert à rien, il glisse dans tous les sens, etc. C'est comme la PlayStation portable, sauf que comme cette machine est plutôt faite pour émuler du 8 et 16 bits, et aussi bien entendu des jeux PlayStation, etc., et les jeux Nintendo 64, mais comme ce joystick n'est pas capable de faire de l'analogique, et ça revient au même que d'utiliser la croix, ce joystick aurait pu carrément ne pas être là. Au final, il sert vraiment à rien. Il vous sert de deuxième contrôleur au cas où vous ayez un problème avec les boutons directionnels ou je sais pas quoi. Ensuite, un deuxième truc qu'on peut signaler, c'est ce rond gris là. Il a été signalé qu'il pouvait se décoller assez facilement, et c'est vrai que vu qu'il n'est pas parfaitement plat sur ma machine en elle-même, je peux voir à un endroit où on a l'impression que c'est déjà en train de se décoller ou que ça n'a jamais été bien collé, oui, c'est grandement possible que ça puisse se décoller facilement. Un autre truc, c'est que malgré ce que je vous ai dit, je ne ferai pas de vidéo de démontage de cette machine, car j'ai essayé d'enlever les 4 vis, et au final, après avoir enlevé les 4 vis, c'est encore emboîté dans tous les sens, et comme ça marche bien, je vais pas risquer de faire déconner cette machine. Alors il y a aussi la petite caméra, le petit appareil photo caméra, etc., qui prend des photos catastrophiques et des vidéos encore plus catastrophiques. Alors si vous voulez voir à quoi ressemble une photo prise par ce truc-là, voyez. Et une vidéo prise avec ce truc-là ressemble à ceci. Et comme vous le voyez, il y a un micro dedans, j'aurais jamais cru. Donc maintenant que l'on a enlevé ces quelques détails de notre chemin, parce que en même temps on n'achète pas cette machine pour ça, l'écran tactile est extrêmement bien, et il n'a pas de micro-rayures à force de l'utiliser à la main, etc. Il marque bien les empreintes, mais on voit quand même très bien à travers, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas le genre de truc que dès que vous avez mis une empreinte de doigt comme l'écran de la DS, vous avez tout de suite envie de l'effacer parce que ça foire l'image et tout ça. Non, ça fonctionne vraiment très bien à ce niveau-là, c'est vraiment adapté au tactile, contrairement à d'autres machines JXD, c'est-à-dire de la même marque, qui sont un peu plus anciennes, comme la 601, 602 et 603, où l'écran tactile est de basse résolution avec une luminosité un peu catastrophique et un peu plus petit, le contrôle tactile est bien pire. Un truc que l'on peut signaler, c'est, vous voyez là, il y a des petits voyants attends, je vais l'allumer pour vous montrer. Vous voyez peut-être le petit voyant vert d'ici. C'est pas un voyant qui est très lumineux, donc vous voyez, c'est pas le genre de truc qui va vous taper dans l'œil quand c'est allumé. Au contraire, c'est juste une petite lueur verte. Mais un truc à signaler, c'est que elle ne devient pas orange quand la batterie est presque vide, par exemple. Il y a un indicateur de charge, et il n'y a pas de truc pour dire qu'elle est en veille. C'est-à-dire que quand elle est en veille, le voyant ne clignote pas ou ne s'éteint pas, etc. Il reste allumé tout le temps, ce qui est un truc qui est pas forcément. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux foutu à ce niveau-là. C'est vraiment que dalle, hein, c'est juste du détail, hein, c'est pour vous dire que ils sont pas beaucoup creusé la tête avec ce voyant power. C'est pas grave du tout, c'est juste pour dire. Un autre truc, c'est que vous voyez les boutons, alors là franchement les boutons, la croix est très sympa, le joystick est tout foireux, bouton start et select, ça on s'en fout un petit peu, que ce soit des boutons qui soient qui font beaucoup de bruit, quoi, ils cliquent assez fort. Ensuite il y a les boutons de tranche qui sont vraiment bien, ils fonctionnent vraiment super bien. Les différents boutons croix, carré, rond, triangle et tout ça fonctionnent aussi
agréablement bien. Ce sont pas des boutons qui cliquent, ce sont vraiment des boutons qui donnent l'impression qu'on est en train d'utiliser une vraie console. Vous voyez, là, c'est au-delà de la Nintendo Game Boy Advance SP qui avait des boutons qui cliquaient, etc., qui fonctionnaient très bien, hein, mais on sentait bien que Nintendo avait fait mieux à une époque, comme par exemple avec la première Game Boy Advance qui avait certains écrans tout pourris, mais qui avait pas des boutons qui avaient l'air, je sais pas, je trouve les boutons de la Game Boy Advance SP assez spéciaux, et donc SP spéciaux, bon bref, et donc là vous avez les deux boutons, menu et retour. Comme j'utilise cette machine sous Android 2.3, eh bien les boutons menu et retour sont extrêmement utilisés, et j'ai pu voir un truc assez intéressant, c'est que la peinture qu'il y a sur ces deux boutons se barre. Ce qui n'est pas trop grave parce qu'on s'en fout, c'est des boutons, au final on a mémorisé à quoi ils servent. C'est pas le cas des autres boutons, hein. Par exemple les boutons de flèche et les boutons de contrôle, quoi, ainsi que les autres boutons LR, etc., n'ont pas de peinture dessus. Vous voyez, c'est incrusté à travers le plastique, l'insigne qu'ils ont mis dedans. Et donc, un autre truc que l'on peut signaler avec ce bouton-là, c'est qu'une fois qu'on a mis Android 2.3 au lieu d'Android 4, je vous conseille de rester en Android 4, on sert énormément de ces boutons, mais surtout le bouton retour qui est ici. Heureusement que la peinture se barre, parce qu'en fin de compte, c'est plus un bouton retour, c'est un bouton home. Il est un bouton retour que dans Android 4. Parce que le bouton Home dans Android 4 apparaît sur l'écran, donc on peut cliquer dessus avec ses doigts. Ce qui est le cas aussi d'ailleurs dans Android 2.3, mais ça apparaît pas dans tous les programmes. Dès qu'un programme prend en plein écran, les contrôles disparaissent, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de spécial? Oui, les différentes prises sont de bonne qualité. Alors, le port de carte SD qui est un peu spécial, il faut vraiment faire attention si on n'est pas en train de mettre la carte SD à côté du lecteur, même si c'est très difficile, hein, pour passer la carte SD au-dessus du lecteur. Il faut vraiment être, faut vraiment avoir envie de la passer au-dessus, ou alors être vraiment très très maladroit. Mais voilà, c'est quand même un défaut assez spécial. Ça veut dire qu'en gros, on peut passer la carte SD au mauvais endroit, et donc après on est obligé de démonter la console, qui est particulièrement difficile à démonter. Donc, vu qu'il y aurait juste une carte SD coincée dedans et que tout le reste marche, c'est un risque considérable d'aller repêcher une carte SD. N'allez pas la gratter avec un trombone pour la récupérer à travers la prise si elle est coincée dedans, ou y aller avec une aiguille ou je ne sais pas quoi. Ne faites surtout pas ça, parce que là vous allez tout bousiller. Donc si vous avez une carte SD coincée dedans, tant pis. Elle est coincée. Et donc, ah oui, un truc à signaler, la console peut bugger de temps en temps. Elle peut, vraiment, bon, c'est peut-être parce que j'ai pas eu de chance, mais la console peut bugger de temps en temps, et depuis 2 semaines et demie, elle a bugué à peu près 6 fois, je pense, ce qui veut dire qu'une fois tous les 2 jours, en utilisant vraiment énormément, hein, c'est-à-dire à peu près 5 heures par jour, la console il peut lui arriver de planter, quoi. Vous faites un jeu, un truc mal codé ou je ne sais pas quoi, la console plante. Je ne sais pas si, faut dire que j'ai fait des expérimentations dans tous les sens avec cette machine. Donc du coup, en faisant des expérimentations dans tous les sens, etc., j'ai peut-être croisé quelques programmes qui étaient pas tellement géniaux. Je sais pas si ça arrive beaucoup sur d'autres machines Android. Je sais que j'ai eu quelques autres machines Android, mais c'était des x86, vous savez, c'est-à-dire des processeurs de type Intel. Donc du coup, je sais pas si Android sur ARM, qui dispose de beaucoup plus de programmes, donc a très souvent ce genre de plantage sur d'autres machines. Ceux qui ont par exemple une machine haut de gamme comme le Samsung Galaxy S3 ou ce genre de truc pourront me dire si ça leur arrive souvent de voir en testant des programmes foireux éteindre la console tellement ça a planté. Et j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec Android 4 ça plantait moins qu'avec Android 2.3, peut-être parce qu'il y a moins de sécurité anti-crash dans Android 2.3 qu'avec Android 4 qui est quand même beaucoup plus perfectionné, ou tout simplement parce que le constructeur a passé plus de temps à peaufiner le firmware 4 que la version 2.3, c'est grandement possible aussi. Alors franchement, tous les bons points qui peut y avoir sur cette machine, c'est tous les points en fait que je n'ai pas cités. La luminosité est vraiment bonne, l'autonomie est vraiment bonne aussi, c'est-à-dire que en gros on peut passer l'autonomie est entre 3 et 5 heures avec le Wi-Fi, et entre 4 et 6 heures sans le Wi-Fi en utilisation assez intense.
Alors vous savez, il y a des alternatives à ce truc-là. Il y a par exemple, en partant du moins cher au plus cher, il y a toutes sortes de saloperies d'émulateurs à moins de 30 € qu'on peut trouver un peu partout en cherchant sur des sites un peu vaseux. Là, franchement, vous aurez beaucoup de mal. Enfin, vous trouverez rien d'intéressant, au contraire. Ensuite, il y a le Dingo, par exemple, ou la Dingo, je sais pas comment on peut prononcer ça, et comment ça s'accorde. Je pense que c'est Dingo que ça se prononce, je suis pas sûr. Eh bien, là où le Dingo, c'est une sorte de petite... vous voyez ce truc-là, il copie la PlayStation portable ou la PS Vita, plutôt la PS Vita en fait, à cause du fait que ce soit plus une PlayStation portable en plus grande taille. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la PSP, quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc moins cher, donc il y a le Dingo, qui a un émulateur Super NES qui rame, ce qui n'est pas le cas de cette machine. Il y a, bon, c'est vraiment lamentable que l'émulateur Super NES de la Dingo rame, parce que bon, ça fait en sorte que c'est vraiment une machine qui vaut pas, je crois qu'elle vaut 60 €, quoi. C'est-à-dire qu'elle vaut que 2 € de moins que cette machine-là. Peut-être que si vous cherchez bien, vous pouvez la trouver encore moins chère, mais je suis pas sûr. Ensuite, il y a la GP2X Wiz et GP2X Canou. Alors elles sont à peine capables de faire fonctionner la Super NES correctement, même si c'est beaucoup mieux que la Dingo. Même si la Dingo, il y a peut-être moyen de faire fonctionner la Super NES comme il faut, hein, je suis pas certain. Au niveau de la prise en main et tout ça, la Dingo est pas beaucoup mieux. Ensuite, il y a donc les deux GP2X qui elles sont beaucoup plus chères, hein, c'est entre 90 et 100 et quelques je sais pas quoi euros. On peut peut-être la trouver jusqu'à 140 €. Enfin là, ça devient vraiment trop cher et elle est plus fabriquée malheureusement. Ensuite, il y a tout ce qui est tablette complète de bonne qualité comme la Nexus 7. Vous voyez, c'est une tablette Nexus. Vous voyez, ça veut dire que c'est un truc officiel de chez Google, quoi, fait par Asus et tout ça, qui est vraiment de bonne qualité. Mais là, vous avez pas les contrôles, les vrais contrôles. Mais là, vous avez vraiment de la puissance pour les jeux Android, etc. C'est vraiment différent. Ensuite, en un peu moins cher, vous avez tous les autres trucs un peu comme cette JXD S5110. Les autres de chez JXD, il y a ceux de chez Yinlips ou un truc comme ça. Il y a aussi chez Arcos le Gamepad. L'Arcos Gamepad qui est un truc avec 2 joysticks analogiques et tout ça, donc beaucoup mieux pour l'émulation PlayStation et Nintendo 64. Ensuite, pour continuer dans d'autres trucs, alors beaucoup moins cher que le Gamepad, il y a tous les autres JXD, dont la JXD S 7300B, un truc comme ça, qui va être beaucoup plus puissante avec 2 joysticks et tout ça, pour, à mon avis, c'est entre 80 et 100 €, alors que l'Arcos Gamepad coûte entre 100 et 150 €, il me semble que c'est 150 €. Et donc, ensuite, donc, pour aller encore plus cher, il y a l'Xperia Play, qui a un téléphone portable très moche, qui ressemble un peu à la PSP Go, qui se déplaie avec 2 joysticks analogiques, qui sont pas vraiment des joysticks, mais qui sont en fait des sortes de trucs tactiles en forme de rond qui fonctionnent comme des joysticks analogiques. Marche très bien logiquement, hein. En plus il y a un repère pour le centre, donc du coup ça fait vraiment de joystick, même si c'est vraiment différent, hein, quand même. Ensuite, dans du vraiment beaucoup plus cher, eh bien, ah oui, beaucoup plus cher. Là vraiment, on devient dans le truc, c'est carrément indécent au niveau que c'est cher. C'est l'Open Pandora qui fait pas fonctionner mieux la Nintendo 64 que ce truc-là. C'est ça le pire, c'est ça le comble avec l'Open Pandora. C'est en gros une machine qui est extrêmement cher, c'est 666 $. Oui, ils ont choisi ça, ce nombre-là, parce que Open Pandora, la boîte de Pandore, etc. Et ensuite, 666, les chiffres du diable et tout ça. Oh. Oui, ça fait beaucoup. Et franchement, alors c'est un PC Linux complet et tout ça, avec un stylet et tout. Enfin, c'est vraiment le gros truc de fanboy Linux par excellence. Et franchement, je peux vous dire, moi, je suis pas assez fanboy pour ça. Je préfère acheter un netbook à 300 $, un truc comme ça, ou installer Ubuntu dessus et installer des émulateurs Linux dessus. Ça fera fonctionner les émulateurs mieux. Et oui, c'est ça le pire.
et en plus de ça, ça coûtera moins cher, et bon bah malheureusement il y aura pas les joysticks et tout ça intégrés à la machine, ce sera un peu plus gros et très etc. Mais avec une vraie manette, etc. On branche une manette USB et puis c'est bon. Enfin je veux dire, l'Open Pandora c'est vraiment le truc que j'ai rien compris quoi. Je comprends pas du tout pourquoi on devrait payer si cher une machine, à part juste pour ceux qui ont envie de soutenir un truc qui contient Linux préinstallé dessus. Mais alors là franchement, mais faut vraiment vouloir soutenir le concept. Parce que y a Linux préinstallé là-dessus, hein. Je rappelle c'est Android, hein. Bon c'est pas un vrai Linux. Alors surtout un truc à savoir, c'est que la Pandora, l'interface graphique est catastrophique. Si vous vous êtes dit quand je regardais dans les émulateurs, oh là là ça m'a l'air bizarre, faut naviguer dans des dossiers un peu spéciaux, etc. Et ensuite on clique dessus la ROM et ça s'ouvre. Eh bien croyez-le ou non, mais c'est pire dans l'Open Pandora. Il y a des interfaces, elles sont tous différentes les unes des autres, etc. Parce qu'en fait l'Open Pandora, pour savoir, il s'agit des mêmes émulateurs que vous pourrez utiliser sur un vrai PC, portable ou non portable, sous Linux. Donc du coup, les interfaces graphiques sont tous différentes d'un ordinateur à un autre, et ils sont faits pour être utilisés avec des fenêtres, vous voyez, un peu comme sur un ordinateur. Donc du coup, vous avez un ordinateur, vous cliquez sur menu, vous cliquez sur machin, vous cliquez sur je ne sais pas quoi, il y a la configuration des plugins qui s'ouvre dans une autre fenêtre à côté, sur un petit écran tactile, c'est vraiment super chiant, avec des fenêtres de 3 km de haut qui s'ouvrent. Alors donc du coup vous êtes obligé de je ne sais pas quoi faire pour faire déplacer la fenêtre qui loge pas en entier dans l'écran. Enfin, non mais c'est une catastrophe. Bon, c'est pas non plus une catastrophe aussi grande que j'essaye de vous le montrer, mais ce que je veux dire c'est que vous mettez ça à côté du prix, quoi. Non mais c'est un truc de dingue. Je préfère encore de me payer 200 € en plus du prix de la machine à un hacker pour que il fasse en sorte que Linux tourne sur cette machine-là en version complète, ce qui doit être à peu près possible. Enfin peut-être sans comment dire, l'accélération graphique 3D, ce qui serait assez perturbant et assez comment dire, ça serait problématique pour les jeux Nintendo 64 et tout ça. Mais bon bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc de dingue le prix, quoi, et pour un système d'exploitation en plus qui a été à peine optimisé pour la machine. Je veux dire, on se demande où ils foutent tout ce fric là, à part dans une petite boîte à la limite en bois avec le fond en velours qui te donne avec la machine. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. On est en crise, hein, merde. Enfin bon bref, excuse. Donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, alors la seule chose qu'on peut regretter vraiment avec cette machine, c'est le design qui ressemble à une PlayStation Vita, ainsi que leur site internet qui ressemble à celui-là d'Apple, ce qui est complètement ridicule, franchement. Vendre des produits qui ressemblent à des produits Sony en ayant un site internet qui ressemble à un site internet d'Apple, je veux dire, on aura tout vu dans ce monde. Et donc que dire sinon à propos de ça? Bah voilà, le seul problème c'est que ça fait un peu contrefaçon. Meiji XD a sorti de nouveaux produits comme la S7300B ainsi que la 7300A qui existe déjà. 7300B qui va bientôt sortir quand un processeur dual-core, alors que la 7300A a le même processeur que cette machine-là. Donc vous aurez pas de meilleure émulation sur la 7300. Et donc la 7300B par contre vous risquez d'avoir une bien meilleure émulation de la Nintendo 64 et de la PlayStation 1, même si franchement c'est très très honnête. Et en fait c'est la console dans ces zones de prix là, franchement 62 € quoi, hein, vous pouvez la trouver neuve, 62 € frais de port compris, c'est vraiment pas cher. Dans ces zones de prix là vous trouverez absolument rien du tout de mieux au niveau de l'émulation de la Nintendo 64 et de la PlayStation 1, hein. Franchement rien du tout. Vous pouvez trouver pour encore moins cher, je crois que c'est 50 € et quelques, 54, 55, un ancien modèle qui s'appelle la S601, un truc comme ça, qui est très difficile à trouver parce qu'elle est en rupture de stock de partout, qui émule un tout petit peu mieux une fois overclocké la Nintendo 64 et la PlayStation 1, parce que la résolution est beaucoup plus faible. Elle a une résolution qui est plus de 2 fois inférieure à la résolution graphique de ce truc-là, ce qui fait que c'est très moche au niveau de ce que ça affiche, mais l'émulation peut aller un tout petit peu plus vite sur certaines machines. Même si franchement une fois
qu'on a changé l'émulateur Nintendo 64 d'origine par un autre, il n'y a plus de problème, hein. À mon avis, ça doit pas fonctionner beaucoup mieux, hein. Ça doit vraiment être à l'image par seconde près, hein, ce qui est complètement stupide. Oh, j'ai envie de m'en servir, j'arrête pas de pointer mon doigt à ce truc. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Je crois que je vais devoir conclure, hein, tout simplement. Eh bien, le seul truc que l'on peut dire, c'est que je ne peux pas vous dire d'acheter cette machine, malheureusement, parce que c'est une contrefaçon. Enfin, c'est pas vraiment une contrefaçon, c'est plus un plagiat du design qu'une contrefaçon. Contrefaçon essaierait de se faire passer pour l'original, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas marqué genre PXP ou des trucs comme ça, ou P5P, enfin des trucs à la con pour faire genre ça fait presque PSP, vous voyez ce genre de truc. Je crois que P5P, il n'y a aucune contrefaçon de PSP qui a encore osé marquer P5P. Faut peut-être que je me taise parce que je risque de leur donner des idées. C'est vrai que le symbole 5 quand même, ça y ressemble beaucoup. Faudrait... Bon bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que comme c'est des MP5, du coup, P5P, peut-être un truc pour eux, là. S'ils l'inventent, eh ben, que quelqu'un me l'achète pour que je le teste. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire, sinon, oui, par contre, allez définitivement voir tout ce que fait JXD, notamment les S7300, qui, franchement, alors 7005 pour 5 pouces, 5000 quelque chose, c'est les 5 pouces, et 7000 et quelque chose, ce sont les 7 pouces. Donc vous avez un écran plus grand, ça fait vraiment beaucoup plus tablette, donc c'est plus gros, etc., mais vous avez 2 joysticks, etc. Sur la B, vous avez, peut-être même sur la A, tiens, un SMS, vous avez L1 et L2 carrément, donc c'est beaucoup plus pratique pour l'émulation de PlayStation 1 qui fonctionne très bien, même sur le modèle A qui a le même processeur que l'autre machine, donc du coup, eh bien, oui, ça peut peut-être une bonne idée d'acheter celui-là. Et là, on n'a pas vraiment l'impression que ça fasse contrefaçon. Bon, si on est un peu tatillon, on peut dire que ça ressemble à la manette de la Wii U, mais franchement, la Wii U, c'est juste une tablette avec des boutons autour, donc peu importe quelle tablette avec des boutons autour on vend, c'est vraiment... Bon, bref, c'est vrai que ça y ressemble un peu, quoi. Bon allez, salut à tous et à la prochaine pour je ne sais quoi, hein. Je pense que la prochaine fois ça risque d'être une sorte de contrefaçon d'iPod Nano, etc., qui risque d'être pitoyable. J'ai aussi acheté un nouveau téléphone portable pour parce que mon ancien téléphone portable est complètement mort, il reçoit à peine les SMS, des fois j'ai même pas les alertes. Là vous en avez entendu une, d'ailleurs ça m'a surpris. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc un téléphone portable qui, vous allez voir, est très rigolo, et c'est pas du tout une contrefaçon ce coup-ci. Par contre, vous allez voir que quand la Chine se met à faire des designs originaux, oh, parfois ça peut être drôle. Allez, à la prochaine.